On va attendre que quelques personnes qui rentrent s'installent dans la salle et puis on va recommencer pour une deuxième demi-journée sur cette question de l'enjeu vidéo des images. Au programme cet après-midi, 2 démonstrations d'œuvres donc par Samuel Boutruche qui est un du duo Colpose, dont une des pièces est présentée en face. Donc je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps de le faire encore, à aller voir l'exposition jusqu'à demain. Donc Samuel Boutruche du Colpose. À ses côtés, Simon Bachelier, lui aussi du collectif One Life Remains. Brice Roy, ce matin, vous a montré une pièce, Entering Sales, qui est présentée elle aussi dans l'exposition. Et Simon comme Brice font partie de ce collectif One Life Remains. Voilà. À nos côtés, Marion Covid, chercheur, chercheuse, excusez-moi, chercheur, qui s'intéresse à cette question, justement, c'est pour ça que cette table ronde, on l'a orientée sur ce thème, qui s'intéresse à cette question de l'exposition et du jeu et du dialogue entre les deux. Donc on a souhaité commencer cette demi-journée par la démonstration d'œuvres et ensuite pouvoir dialoguer, nous quatre avec vous, bien évidemment, pouvoir dialoguer cette question, justement, qu'est-ce qui se passe lorsque le jeu rentre dans l'exposition et est-ce que le jeu influence aussi la scénographie ou en tout cas la conception qu'on peut avoir des expositions. Voilà. Donc je vais peut-être juste annoncer et ensuite donc 16h30 Paul qui est par là sans doute qui va arriver donc Paul Soulman à qui on a demandé de faire un rapport d'étonnement. On ne souhaitait pas que ça soit une synthèse. Je pense qu'effectivement l'exercice déjà ce qu'on lui demande c'est bien difficile, mais voilà, faire la synthèse de tout ce qui s'est dit est sans doute encore plus difficile. Moi, je suis en train de parler de ce rapport d'étonnement. Et c'est d'expliquer pourquoi on a choisi ce terme. Donc, ce qu'on a demandé à Paul, c'est vraiment plutôt que de faire des synthèses, c'est d'ouvrir les propos, d'essayer vraiment de pointer comme ça les choses qui lui semblent, les problématiques qui lui semblent pertinentes quant à ce dialogue justement entre jeux vidéo et images, et pouvoir nous permettre à nous collectivement sans doute d'explorer ces pistes-là, des pistes qui lui semblent intéressantes. Voilà. Donc, Paul nous fera ce petit rapport d'étonnement en fin de journée, et puis demain en fin de matinée. Voilà. Je vais laisser la parole à Samuel, et puis voilà. Le son est branché. Juste parler proche du micro. Bonjour. Pas besoin de me présenter, il est parfait. En fait, je suis assez heureux d'être ici. J'étais étudiant à l'école de photographie d'art. De souvenirs pour moi. Et je trouve ça intéressant en fait ce propos sur les jeux vidéo parce que bien que je sois artiste, ce qui m'intéresse beaucoup finalement c'est plutôt l'histoire de la représentation, moins que l'histoire de l'art, j'ai envie de dire, et plus précisément les images techniques. Donc, très rapidement, vous avez pu l'évoquer, mais bon, l'image technique, je pense, même si pas mal de gens bossent aussi sur l'idée que la perspective est née bien avant celle qu'on connaît pendant la Renaissance. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup cette idée de perspective mathématique qui soit née à la Renaissance, c'est-à-dire essayer de représenter le monde de façon rationnelle, à partir d'éléments mathématiques, de géométrie, etc. Et évidemment, la caméra obscura, la caméra lucida, la photographie, l'invention de la photographie au XIXe siècle, puis le cinéma, puis la vidéo, et maintenant aussi l'idée d'immersion, très intéressante. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de travaux. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout présenter, mais je vais vous présenter d'abord
fait d'un projet de jeu vidéo, exactement, on le présentait, je dis on parce que je travaille avec une autre personne qui n'est pas là actuellement, qui s'appelle Benjamin Moreau. Et du coup, donc c'est, je crois en 2002, on a décidé après avoir utilisé beaucoup de jeux vidéo, en particulier Quake, toutes les versions de Quake 1, 2, 3, ainsi que Half-Life, on a décidé de faire un projet qui s'appelait Quelques Orgues et qu'on résumait sous l'idée de résidence d'art contemporain, résidence de jeux vidéo pour collectionneurs d'art contemporain. Et donc l'idée c'était de proposer à des collectionneurs d'acheter leur propre appartement, l'appartement qu'ils possédaient déjà, mais pour une résidence de jeux vidéo. Et en fait, donc on allait chez eux scanner leur intimité, les films porno sous le lit, tout comme ça. Mais, et après, donc, on a travaillé dans la modélisation pour la plateforme de jeu Quake. Ce qui était un peu paradoxal, c'était l'idée de faire ce côté un peu fine art, collectionneur d'art contemporain, dans un jeu qui à l'époque était plutôt hyper violent et assez décrié pour ça. Et du coup, le jeu, c'était 4 appartements connectés par un jeu de corridors, en fait, qui étaient des corridors un peu normaux, façon sans rien d'exceptionnel. Et je vais vous montrer des images du trailer, du jeu, et puis aussi une image d'une partie qu'on avait réalisée à la galerie Manuel Perrotin. Dans ce cas précis, le jeu des galeristes, c'était d'essayer de vendre en effet quelque chose de virtuel, ce qui était assez étonnant dans une logique de marché d'après. Alors, je vous montre le trailer avec la voix de Jean-Pierre Foucault. Voilà. Chez vous, dans l'espace de votre intimité, peut-être sous votre pied, derrière les rideaux, un long ustensiles de cuisine, par des conduits d'aération, peut-être même dans les yeux de votre animal de compagnie. Il existe une femme. Votre confortable canapé, bâtir votre commode familiale, la pyramide estivale de votre collection, l'abondance de nourriture, tout cela peut-être une apparence. Ainsi, mesdames, vous êtes-vous sûr de votre personnalité? Êtes-vous sûr de votre personnalité? Êtes-vous satisfait de votre existence? Vos amis sont-ils réellement attachants? N'êtes-vous pas différent? Colcause.org, c'est d'acheter dès aujourd'hui ce que vous possédez déjà. C'est rentrer dans un club. C'est une résidence en expansion, un monde persistant. Attention, vous posez mieux que vous. Ça, c'est justement un petit film extrait du jeu. Pardon. Profitez de notre promotion exceptionnelle. Nos appartements sont livrés avec des offres exclusives, nettoyage automatique des nouvelles sols, problème de voisinage neutralisé, reconstruction automatique autorisée. En plus, résurrection, infographicité, émissions nocturnes sont délivrées en série.
C'est la chasse au clos. Donc, voilà, des images extraites je ne sais plus qui sont les artistes. Ça, c'est un appartement de collectionneur qui ne voulait pas citer son nom. Voilà, des images extraites. Alors ça, c'est le collectionneur qui connaissait son nom de la Maison Rouge, Antoine de Galbert, qui avait participé au projet. C'était assez marrant aussi chez lui, c'est que finalement, il a aimé le projet aussi pour rattacher, essayer de faire participer ses enfants qui jouent aux jeux vidéo au milieu de l'art. Bon, ça marchait pour sa fille, mais son fils n'est pas du tout dans l'art. Voilà, c'est encore chez lui, avec derrière une photo intéressant de vous les montrer dans cette idée d'immersion. C'est-à-dire, j'aime beaucoup actuellement le sursaut que l'industrie du cinéma a et pour le cinéma en faisant toutes les grosses productions en 3D. C'est en 3D stéréoscopique avec un système de fréquences. Alors on s'est intéressé à ce projet aussi à l'idée de la 3D en reprenant tout simplement ce système de stéréoscopie qu'on a tous connu, qui a aussi un nom scientifique qui s'appelle la NAGIFI, mais c'est le bleu et le rouge. Là, ce qu'on a cherché à faire, c'est utiliser tout simplement cette technique qui consiste à avoir deux caméras, mais sans la paramétrer. C'est-à-dire que je donnais une caméra, Benjamin une autre caméra, et parfois, si on a besoin, moi j'utilise ma main droite et lui sa main gauche. Et comme ça, on a créé une sorte d'être mutant qui à la fois qui peut avoir des actions dans le réel, ou alors tout simplement être une espèce d'entité comme ça, un peu fantomatique. Ça, c'est suite à une résidence qu'on a fait au Japon il y a très peu de temps. J'ai d'autres films, non, je ne les ai pas là. Je ne peux pas montrer les autres. Mais je vais vous montrer juste deux films, alors très rapidement, de ce qu'on a fait.
Oui, bon. Donc, en fait, juste pour conclure là-dessus, donc ces films-là, on les montre sur des angles de mur convexes ou concaves. Et du coup, en fait, bizarrement, ce qui est étrange, c'est que on ne sait pas quelle image suivre. Mais en même temps, le cerveau arrive à plus ou moins recréer l'espace. Donc là, c'est des scènes totalement absurdes dans le village dans lequel on était en résidence. Et sur d'autres films, on fabrique des choses comme des origamis qui deviennent très, très complexes parce qu'on les fait aussi donc, à deux mains. Des effets spéciaux aussi. Mais donc en fait, oui, voilà, c'est un jeu avec ces technologies qui nous a inspiré ce projet. Donc je vais passer la parole. C'est une chose sur le site de Perrotin, on voit une dernière pièce, mais il y a beaucoup de vos boulots. Oui, vous pouvez lire que notre site n'est pas du tout à jour, mais sur le site de la Galerie Perrotin, il y a beaucoup de choses qu'on a fait comme d'autres travaux. Voilà, sinon. Très bien. C'est bon. Donc, c'est bon. On m'entend bien? Ok. Donc, je suis Simon Bachelier du collectif One Life Remains et je vais commencer par vous présenter un peu ce qu'on fait. Un petit mot d'intro. J'aime bien faire en général quand je commence une présentation de ce type. Ce que j'apprécie en général dans la vie au quotidien, essayer de nouvelles expériences, de nouveaux points de vue, vraiment une question de point de vue comme vous pouvez voir sur cette photo retouchée bien entendu de la Tour Eiffel. Essayer de trouver une façon de voir un objet que l'on connaît tous ou toutes depuis longtemps, dont on a une image bien particulière, essayer d'arriver à la voir d'une autre façon ou de trouver un endroit, un usage différent qui soit intéressant. L'expérience que j'aime bien faire, par exemple, c'est rentrer chez moi le soir, tard, j'habite en dehors de Paris, en banlieue, je peux me permettre de faire ce type d'expérience, c'est marcher en plein milieu de la route et pas sur le trottoir, ce qui me permet de prendre des chemins que je prends tous les jours, vraiment tous les jours depuis des années, et de revoir finalement les façades des bâtiments sous une autre vision. Et je vous assure que ça apporte rien que ça change un peu la façon de voir les choses, de prendre son trajet quotidien, de renouveler, etc. Donc, ça fera peut-être écho à certains dans la présentation qui va suivre et le travail qu'on essaie de faire avec le collectif. Donc, One Life Remains. Alors, nous sommes 5 personnes situées sur Paris. La plupart de nos activités sont en dehors de Paris, mais on est localisé sur la capitale. Et en fait, on a une sorte de QG, un appartement commun où, jusqu'à présent, 3 d'entre nous vivaient sur place. C'est un appartement normal, un libre, mais c'est aussi un lieu de travail et un lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'à la fois, on se retrouve là-bas pour travailler et également pour organiser des soirées, des moments, juste des soirées pour jouer, pour rencontrer les gens, juste pour boire un verre, etc. Donc c'est un lieu un peu mixte, un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de rencontre, qui fait que l'ambiance de notre collectif est assez particulière. Une sorte de résidence un peu tournante où parfois les artistes ou d'autres créateurs de jeux indépendants peuvent venir s'héberger quand ils sont sur Paris. Donc, je disais, nous sommes 5. En gros, pour vous montrer rapidement l'équipe, il y avait Brice ce matin, qui est game designer et un des 2 fondateurs du collectif, et qui parlait ce matin de la question du spectateur-joueur, la différence qu'on pouvait avoir. On a 2 programmeurs au sein du collectif. Forcément, on fait du jeu vidéo, donc la notion de programmation est importante. On a un sound designer aussi, assez étonnant, qui arrive toujours à différencier les genres, aussi bien au niveau sonore que musical.
Et il y a moi-même qui fait un travail pas directement de créatif. Moi, je m'occupe d'organiser tout ce qui est soirée, exposition, trouver un moyen de valoriser le travail que l'on peut faire. Parce que donc, le collectif est quelque chose qu'on pourrait définir rapidement par une sorte de groupe qui fait du jeu expérimental. Avant de parler d'expérimentation, souvent on me pose la question, mais vous n'avez pas de graphisme au sein du collectif. Oui, la question du graphiste, elle est intéressante, sauf que, voilà, on a différents points de vue là-dessus, mais pour vous présenter le mien, au niveau du jeu vidéo, c'est pas forcément quelque chose qui prime la notion du graphisme. On ne veut pas forcément s'enfermer dans un style graphique comme peuvent l'avoir certains studios ou certains créateurs, où en gros on va vous reconnaître à votre style graphique. On fait du jeu, donc notre patte, notre identité, elle est dans l'approche systémique, dans la mécanique, dans le type de jeu que l'on va faire, mais elle n'est pas sur un côté graphique ou sur un côté sonore. Du coup, on aime bien renouveler l'approche graphique et visuelle en général dans notre travail, et ça favorise en fait la collaboration spontanée. On va rencontrer quelqu'un qui va peut-être nous proposer ou qui va nous montrer son style, et on va justement collaborer avec elle ou avec lui sur un nouveau projet. Donc on essaie souvent de renouveler l'aspect graphique au sein du collectif volontairement pour ne pas s'ancrer dans une identité graphique ou être reconnaissable sur cet aspect-là, car on considère que ce n'est pas ce qui prime dans le jeu vidéo. Donc je parlais d'expérimental. Expérimental, c'est un mot qui veut dire pas mal de choses. On pourrait le voir d'une manière un peu de l'ordre de la recherche. On réfléchit à un concept, une idée, une mécanique, ou même un élément, une interface, quelque chose qui nous marque, et on travaille dessus. On produit quelque chose. Si ça fonctionne, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on réfléchit, on abandonne ou pas. Et on est toujours par itération. Donc quand on travaille sur un nouveau projet, on n'a pas envie de faire, par exemple, un jeu sur, je sais pas, PlayStation, ou sur mobile, ou sur PC, peu importe, ou de fixer un certain nombre de ventes. On n'est pas du tout dans ces logiques-là. On est dans une logique de concept, de réflexion, d'expérimentation, pour le plaisir de l'expérimentation. Et une fois qu'on a quelque chose de concret, alors là, on se met à réfléchir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Est-ce qu'on peut l'exposer, le présenter, le louer? Est-ce que finalement ça prend la forme d'une performance sur scène? Dans ce cas-là, on va présenter notre travail, des salles de concert, des lieux qui s'y prêtent. Est-ce que finalement c'est une appli mobile? Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut la vendre? Comment on communique dessus? Est-ce que c'est un objet en soi unique? Est-ce qu'on peut faire un objet unique avec du numérique? On voit un peu les questions. Mais chaque nouveau projet pose de nouvelles questions sur comment on va diffuser finalement l'œuvre, ou la vendre, ou la présenter. Choisissez le mot que vous voulez en fonction de votre approche. Et ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est qu'au début, donc, quand on a commencé en 2010, donc on faisait des expérimentations sur le jeu, et quand on présentait ces jeux à des gens de la scène jeux vidéo, industrie émergente, il y avait une approche un peu ah ouais, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment des jeux. On était convaincus de faire du jeu, on l'est toujours, mais c'était un peu voilà, vous faites pas du jeu, on dirait plutôt de l'art, de l'art. Bon, ok. On a donc tenté, peu après ça, de présenter notre travail dans des contextes plus art contemporain, art numérique, sur lesquels on a souvent été reçus de cette façon. Ah, c'est intéressant, c'est du jeu. Du coup, un peu le cul entre deux chaises, on a choisi en fait d'ignorer un peu ces remarques et de remarquer le fait que de toute façon, on fait des jeux et on ne se limite pas au domaine de l'industrie ou la sphère du jeu vidéo. On essaie de toucher différents types de publics. Il peut être celui de l'art contemporain, il peut être celui du grand public au sens large, ça peut être les écoles, ça peut être les musées, ça peut être les gamers, ce genre de public. On n'a pas vraiment on n'a pas de fermeture sur ce point-là. Alors, du coup, je vais vous présenter différentes choses que l'on fait. On fait donc du jeu expérimental, mais comme je disais, on organise aussi des événements. Ces événements peuvent être des expositions, ça peut être des soirées, simplement des soirées où on va jouer, boire un verre et discuter. On va faire des soirées un peu performances, des choses comme ça, que ce soit dans notre appartement ou que ce soit dans des lieux plus ou moins institutionnels, souvent pas. Là, par exemple, on était présent, on a participé en fait à un événement qui s'appelait Rétro le Futur, qui était à Cergy, donc, en banlieue parisienne, il y a quelques semaines, et on a
réalisé une exposition où on a sélectionné une trentaine de jeux sur la thématique punk, rétro, et futur, pour lesquels en fait on a fait fabriquer des bornes d'arcade temporaires faites à partir de palettes de bois. Un processus en fait qui est assez courant. On avait déjà fait une version il y a quelques années de ça sur des bornes en carton. Vous pouvez les fabriquer le temps d'une après-midi. Là, on nous a proposé ce modèle qui existait déjà. L'idée des palettes n'est pas la nôtre, mais la sélection était la nôtre. Donc, on a présenté le temps d'un week-end la fabrication de ces palettes et cette exposition, qui était autour de cette thématique pour être rétro-futur. Des jeux majoritairement choisis de la scène indépendante, mais pas que, mais en tout cas qui répondaient un peu à cette thématique. Peut-être que certains d'entre vous reconnaissent les visuels à l'arrière qui sont les visuels du jeu, et peut-être que non. Donc voilà. Comme je disais, on fait souvent des événements parfois spontanés, on peut improviser rapidement en un jour, voire sur 24 heures, on peut improviser une soirée avec 30 ou 40 personnes où on balance des messages sur les réseaux et on essaye d'improviser une soirée parce que quelqu'un est en ville et a un nouveau jeu à présenter. On est beaucoup dans la spontanéité, le temporaire, et on essaye systématiquement de mettre en avant la création d'autres auteurs autour de nous, principalement du jeu, mais pas que. Maintenant, pour attaquer la notion des œuvres, des jeux que l'on peut fabriquer, je vais vous présenter, je crois que j'ai une sélection de 4 ou 5 jeux assez différents pour le coup. Je vais commencer par The Constant Way Forward, qui a été mentionné ce matin par Brice rapidement. Là, on est dans un jeu où on a pensé ce jeu pour être joué sur scène, en face d'un public. Donc c'est un jeu qui est pensé pour être performé sur scène. Et le joueur arrive, joue, et quand il a perdu, il a finalement une performance, un instant de jeu prend fin. C'est une sorte de jeu où en fait le monde se dévoile petit à petit, on ne fait que avancer sans arrêt, d'où le titre. Au début c'est très lent, et petit à petit, vraiment de manière très lente, le personnage va se mettre à prendre de la vitesse, de plus en plus, jusqu'à être complètement un peu limite hallucinatoire, c'est-à-dire que tout passe extrêmement vite, et le but est d'éviter les objets, tout simplement. Une sorte de course où on ne pourrait jamais s'arrêter, et le but étant de tenir le plus longtemps possible. Et l'environnement va se brouiller, se distordre progressivement. Donc voilà, Constant Move Forward, je ne le développe pas puisqu'il avait été mentionné ce matin. Un autre jeu qui n'a rien à voir, par exemple, met en avant le fait que l'on est bien parfois expérimenter de nouveaux objets, de choses un peu curieuses. Ici, c'est un jeu qui s'appelle Parapluie. En gros, c'est un jeu réalisé sur des petits cubes communicants qui s'appelle le cube Sifteo. Sifteo étant le nom de la boîte californienne qui produit ce matériel. Et en gros, c'est une sorte de jeu de course où vous allez courir dans un labyrinthe face à d'autres joueurs qui sont avec vous autour de la table. Et le but est de trouver un parapluie quelque part dans le labyrinthe et de le ramener au point de départ. Quelque chose d'assez simple, presque enfantin. Ça met en avant à la fois des techniques de rapidité, de dextérité de la part des joueurs, mais aussi de la mémorisation et de l'orientation. Il ne suffit pas d'être le plus rapide ou la plus rapide, il faut mémoriser un peu son parcours pour y répondre. Je vais vous montrer rapidement une vidéo de gameplay, en fait, comment le jeu est joué par un joueur qui maîtrise déjà un peu le jeu. C'est assez rapide, ça va nous donner un peu. Je vais passer par le son. Donc, en fait, on fait passer son personnage d'un point à l'autre, et on peut suivre en fait seulement les voies qui sont ouvertes. Si par exemple il y a un branchement, vous pouvez caler la queue à gauche ou en haut, par exemple. Une fois qu'on a le parapluie, il suffit de le ramener. Donc là, c'est une vidéo du prototype sur lequel on travaille encore. Est-ce que ça va, c'est pas trop rapide? En fait, le petit point, c'est un coureur en fait, cycliste, qui est l'avatar du personnage. Et en fait, en bougeant, donc en connectant les cubes, on fait transférer en fait son personnage d'un écran à l'autre. Ça a un feeling de jeu de plateau. Si certains d'entre vous ont l'habitude de jouer à des jeux, je sais pas, comme Jungle Speed par exemple, on est tous autour de la table et on est tous un peu dans notre jeu et en même temps on regarde un peu ce qui se passe autour.
Donc voilà, ça rappelle un peu ce type d'expérience. Donc on a un jeu, pour le coup, un jeu vidéo, si on peut dire, en tout cas un jeu numérique, qui est très physique, est très présent et ramène un peu à des pratiques de table, d'apéro ou de bar, comme on peut avoir avec certains jeux de cartes ou autres. Donc voilà, un jeu qui est pratiquement terminé. Génération. Génération est un des jeux sur lequel on a eu l'occasion d'avoir le plus de retours jusque-là, puisque c'est un projet sur lequel le collectif travaille depuis à peu près 2010, donc différentes itérations depuis. Alors Génération, c'est un jeu que l'on ne peut pas finir de son vivant, puisqu'il est pensé pour durer environ 250 ans. Généralement, ça fait sourire, ça fait rire, ça ressemble à une blague, mais c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment un exercice expérimental de réflexion sur est-ce qu'on peut concevoir et développer un jeu sur du très long terme. En gros, la logique de très long terme, elle est à la fois pour le concepteur du jeu, il faut imaginer comment ça va se passer, comment techniquement on peut développer ça, et de l'autre côté, pour le joueur ou la joueuse, comment est-ce que finalement vous allez vous retrouver à jouer à un jeu, sachant que vous ne verrez jamais la fin. Vous allez donc développer un peu le début, le terrain, quelque part, pour quelqu'un qui va reprendre votre place, votre partie de jeu, votre sauvegarde, et continuer à son tour ce que vous avez entrepris, une sorte d'héritage. On est à une époque où la plupart de notre patrimoine de génération occidentale passe par le numérique. Je ne parle pas que des réseaux sociaux, des mails et autres, mais beaucoup de choses passent par ça. Et l'idée finalement, aujourd'hui, si vous venez à disparaître, je ne vous le souhaite pas, qu'allez-vous faire finalement de ce contenu, de ce patrimoine qui a une forme numérique? Est-ce que vous avez déjà pensé par exemple, à un moyen de le transmettre? Comment transmettre finalement cette approche-là? À cette question, on se l'est posée au niveau du jeu vidéo. Est-ce qu'on pourrait transmettre à une petite fille, un petit-fils, un héritier, de la même manière qu'on transférait un album photo de famille ou une maison, un tableau, des choses comme ça? Est-ce qu'on pourrait transmettre sa sauvegarde de jeu ou son état, ce qu'on a accompli dans Minecraft par exemple, ou des choses comme ça? Il y a des gens qui passent des heures, des jours, des mois entiers à jouer, à développer des choses, que ce soit dans des jeux vidéo, des mondes virtuels ou quoi. Tout ça a une valeur pour ces personnes-là. Et la question est, est-ce que finalement on peut... comment est-ce qu'on pourrait transmettre ces choses-là? Comment ça se passerait? Quelles sont les logiques développées par ces joueurs ou ces joueuses? Et nous, ça nous a vraiment intéressés, ça continue à alimenter notre réflexion. C'est quelque chose qui tourne depuis 2-3 ans dans différents endroits. Dernièrement, il était présenté au Festival Feuille, à Sao Paulo et à Moscou. Donc c'est quelque chose qui fait un peu le tour du monde. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à chaque fois, on prend un peu ces étapes de 4, 5, 6 mois de jeu, on voit ce que les joueurs ont fait, comment ça s'est passé, etc. Donc ça soulève beaucoup de questions. Et c'est quelque chose qui nous a pas mal intéressé, qui, comme je disais, continue à alimenter notre travail. Je continue. Okay. Torino 16, donc c'est le jeu qui est exposé à côté. Pareil, Nesroy en a parlé ce matin. C'est un jeu qui interroge un peu le rapport graphique, visuel. Il est pensé pour être fait de telle manière que si vous n'avez pas joué au jeu, si vous ne connaissez pas les règles, si vous arrivez et que vous voyez quelqu'un en train de jouer, vous n'allez juste rien comprendre de ce qui se passe. Et vous allez même vous demander comment cette joueuse ou ce joueur peut arriver à faire quoi que ce soit, ou à avancer, ou à comprendre où bien où elle est à l'écran. C'est quelque chose d'assez troublant. Majoritairement, dans 95 ou 99% des jeux, le rapport graphique, l'interface graphique est là pour vous donner de l'information, pour vous aider, majoritairement. On vous dit, vous restez dans le point de vie, vous êtes ici, vous êtes attaqué. Vous voyez un peu ce type d'information. Il y a d'ailleurs tout un travail sur comment véhiculer un grand nombre d'informations de manière simple et directe aux joueuses ou à la joueur, à l'utilisateur en général. Et ici, en fait, c'est un peu prendre le contre-pied, c'est comment on peut justement avoir ce rapport graphique, cette construction d'interface qui fait que ça va vraiment vous embrouiller, sauf si vous êtes en train d'y jouer. Un jeu, les règles d'un jeu, vous serez là le seul à comprendre ce qui se passe parce que vous êtes en train d'y jouer, et non pas parce que vous êtes en train de regarder quelqu'un d'y jouer, sauf si vous connaissez les règles, encore une fois. C'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes avec le jeu vidéo, c'est qu'on a tendance à donner un jugement sur un jeu en le regardant simplement, sans forcément prendre le temps d'y jouer. Or, c'est un processus qui passe vraiment par la pratique, le faire, et voilà, ce jeu interroge ces différentes approches.
Après Windows 16, j'avais Gigantomachie. Alors j'avais d'autres images plus récentes, mais que je n'ai pas sur ma clé malheureusement. Gigantomachie, c'est une sorte de jeu. Alors le système de jeu est très simple. Imaginez un jeu de combat à 2 joueurs, un peu inspiré de ces jeux comme Street Fighter, Tekken, ces grands classiques que peut-être vous avez déjà vus ou déjà joués. Donc il y a 2 personnages à l'écran qui s'affrontent. Ici on a 2 géants qui s'affrontent de chaque côté de l'écran. Et on a 2 manettes pour contrôler ces géants. Chaque manette est en 6 boutons. En fait, chaque manette fait un peu moins de 3 mètres de long, et chaque bouton sont espacés sur cette longueur-là. Ce qui veut dire que si vous voulez jouer à 1 contre 1, vous allez vous retrouver à courir ou à danser sur le meuble à l'autre bout de la table, c'est à peu près cette table-là, une manette, pour contrôler correctement votre géant, ce qui est en pratique, vous pouvez y arriver, ça devient une contrainte physique, un jeu dans le jeu. Et par contre, vous pouvez aussi jouer à plusieurs et essayer de vous synchroniser, donner des repères aux uns et aux autres pour collaborer et devenir une espèce d'un seul joueur. Donc l'idée, c'était aussi de réfléchir dans le jeu vidéo, comment est-ce que le contrôleur va réinventer ou revoir un peu votre façon de jouer. En tant que concepteur de jeu, souvent, on a tendance à oublier que le contrôleur, finalement, standardise beaucoup de choses. On ne remet jamais en question, de toute façon, on fait un jeu sur PC, sur Mac, ce sera clavier souris. Okay. Si c'est sur console, il y a des pads, des joysticks pour chaque console. Et jamais, presque aucun constructeur, ou éditeur, ou studio réinvente ou repense ce contrôleur. Alors, il y a des contraintes industrielles derrière, c'est évident. Mais ce rapport au jeu, il passe pas seulement par le jeu en lui-même, il passe aussi par l'interface par laquelle vous allez jouer. Et l'idée ici était justement de jouer sur ce contrôleur, sur cette installation, pour offrir une autre expérience de jeu. Ce jeu-là, joué avec un pad normal, n'aurait pas eu d'intérêt particulier. C'est le contrôleur qui fait l'intérêt de ce jeu-là. C'est pareil, il y avait une artiste, chercheuse, Marie Flanagan, qui avait justement construit un joystick géant inspiré de joystick de Atari dans les années 80. Et en fait, en reprenant des jeux de l'époque, qui étaient des jeux solo, elle avait reconstruit un joystick géant taille il fallait 2 en fait, un sur le bouton et l'autre pour tenir le joystick, si ce n'est 2 sur le joystick. On renouvelait, on réinventait une expérience de jeu un joueur, mais à plusieurs. Du coup, on crée du multijoueur sur un jeu qui à la base n'était pas prévu pour. C'est un peu cette nouvelle expérience, si ça vous est déjà arrivé, de partager la manette avec quelqu'un d'autre et de jouer un jeu. Ah, tu prends la souris, je prends le clavier. Ah, je prends ces boutons-là, tu prends l'autre. Généralement, c'est assez largement, mais c'est des expériences qu'on a tous fait quand on est simple joueur. En fait. Donc voilà, Gigantomachie revoit un peu cette approche-là, cette dimension du contrôleur et de l'interface. Je crois que c'est un dernier exemple. Mille Galantes est un projet qu'on a publiquement présenté il y a 2 semaines, en sortie de résidence. C'est un jeu pour dizaines de joueurs, collaboratif, dans une même salle. C'est une sorte de jeu plus ou moins multijoueur local, où on joue avec des pointeurs laser. Donc en gros, on a un écran, et les pointeurs laser et votre contrôleur à l'écran, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et il y a une sorte de système vivant qui va se développer de vos actions à l'écran. Et en fonction des choix que le groupe va faire, ou que les gens vont faire plutôt, parce que c'est vraiment individuel, on n'est pas obligé de suivre le groupe, on va donner forme à des vies, ou les laisser mourir. Et le but est de progresser dans ce système qui devient de plus en plus complexe et d'essayer de le comprendre à chaque fois, parce qu'à chaque niveau, à chaque étape, l'écologie, l'environnement du système est plus complexe, et de nouvelles formes, de nouvelles couleurs apparaissent. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, puisque ça déstabilise un peu l'environnement général. Voilà, c'est un jeu qu'on joue sur pointeur laser. Pareil, je peux avoir une vidéo quelque part, mais là, sous la main, je ne les ai pas. Il fallait que je passe par Internet. Voilà, je pense qu'en termes de temps, sur 15h30, c'est bien parfait. Ok, on va continuer.